Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, c'est un sujet que j'ai développé en octobre 2024 dans ces eaux-là, quand j'ai envoyé un email à ma newsletter privée, que tu peux d'ailleurs rejoindre en cliquant sur le lien en description. Et dans cette newsletter, dans cet email, je parlais d'un autre entrepreneur français, donc je n'ai pas forcément besoin de citer le nom, et je prenais une de ses phrases, une de ses idées qu'il avait partagées, il me semble, dans une vidéo sur Instagram, et je donnais mon point de vue. Et en donnant mon point de vue, j'ai sorti cette phrase dans laquelle je disais que le point de vue de cet entrepreneur était la résultante d'un syndrome que j'ai nommé le syndrome de la bienséance de l'entrepreneur français. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'aujourd'hui c'est ce dont on va parler. On va parler de qu'est-ce que c'est que ce syndrome, le syndrome de la bienséance de l'entrepreneur français. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous êtes peut-être atteint de ce syndrome et comment est-ce que vous pouvez faire pour vous en sortir? Alors le syndrome de l'entrepreneur français, de la bienséance de l'entrepreneur français, je vais vous donner la définition de qu'est-ce que la bienséance. La bienséance, la définition elle est simple, c'est la conduite sociale en accord avec les usages, respect de certaines formes. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple, ça veut simplement dire que la bienséance, c'est respecter, c'est d'agir en fonction de certains mœurs, en fonction de certaines valeurs, en fonction d'un statu quo, de respecter, comme dit la définition, globalement, de respecter une forme d'agissement, de respecter, d'être dans les cases, de ne pas être trop polarisant, de ne pas trop vouloir être différent, etc. Et la majorité des entrepreneurs français ont ce syndrome. Je vais vous donner des exemples et je vais vous expliquer un petit peu comment vous pouvez vous en sortir. Il y aurait énormément d'exemples à donner. C'est pas une vidéo dans laquelle je vais vous expliquer les problèmes de l'entrepreneuriat français. Il y a des gens qui ont fait déjà ce travail avant moi. On a notamment dernièrement Guillaume Moubèche qui a lancé sa chaîne YouTube un petit peu perso et qui parle bien mieux que je ne pourrais en parler de plein de problèmes qu'a l'entrepreneuriat français, etc. Allez voir sa chaîne YouTube. On a un bon ami à moi, Jean-Charles Curdali, qui a aussi sur sa chaîne YouTube parlé de ce sujet, puisqu'il a lui aussi pendant assez longtemps été dans le domaine, dans l'univers des startups françaises, etc., dans lequel ce syndrome de la bienséance de l'entrepreneur français dont je parle est très présent, disons. Très présent aussi chez les entrepreneurs sur LinkedIn, mais en fait chez la grande majorité des entrepreneurs français. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Les points, ça va être, j'ai mis quelques notes ici, si je regarde là c'est normal, mais ça va être d'abord que ils vont souvent cacher qu'ils ont des choses à vendre. Ils vont souvent cacher qu'ils ont des choses à vendre et il faut que, s'ils ont quelque chose à vendre, il faut que ce soit tourné en histoire, en héros. Il faut qu'ils soient les héros de leur propre produit, de leur propre brand. D'accord? On le voit souvent, notamment avec les entrepreneurs qui se lancent dans l'e-commerce. Ça, je le vois souvent. Après, je suis peut-être un petit peu biaisé dans le sens où je suis vachement dans l'e-commerce français, etc. Mais je vois souvent, notamment sur LinkedIn, des entrepreneurs qui viennent poster leur réussite, leur pourquoi de ce qu'ils ont créé ces brands, etc. Et c'est souvent des marques, pour savoir être un petit peu dans les petits papiers, souvent des marques qui font pas forcément beaucoup d'argent, mais le fondateur est là à poster sur LinkedIn, etc. Alors que ses clients ne sont pas du tout sur LinkedIn, hein. Ses clients sont sur Facebook, sur Meta, enfin, Instagram, TikTok, Snapchat, peut-être même en native ads, mais ils ne sont pas du tout sur LinkedIn. Et pourtant, le fondateur est là à poster sur LinkedIn, c'est-à-dire qu'il prend du temps de sa vie personnelle, de sa productivité personnelle, de sa créativité, pour poster sur LinkedIn. C'est
une action qui est purement basée sur le syndrome dont je vous parle. C'est au lieu de juste vendre, il faut avoir cette partie égoïstique, si je peux le dire en anglais, égoïste, de savoir qu'on est bien séant, bien pensant globalement. Ça amène au second point que je me suis noté, c'est qu'ils vont presque aller jusqu'à mentir à leur audience pour être bien vus et pour être aimés, plutôt que de simplement être respectés. Ça, c'est un point que je vois très très souvent, et d'ailleurs, c'est pas forcément que les Français pour le coup, à ce niveau-là. Le côté de vouloir être aimé plutôt que d'être respecté. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens achètent chez les gens qu'ils respectent, et pas forcément chez les gens qu'ils aiment. Okay, donc, être aimé, ça ne sert à rien, à part booster ton ego, t'apporter de la validation, ce qui est un besoin humain, hein, je ne suis pas du tout en train de dire le contraire, c'est très psychologique. Mais être respecté t'apporte de l'argent. Pourtant, il y en a beaucoup qui vont chercher à être aimés plutôt qu'être respectés. D'ailleurs, Tougan, pour ceux qui connaissent, je ne sais pas si c'est lui qui a inventé, mais disons que c'est lui qui, en tout cas en France, a démocratisé cette idée du profit vs prestige. Okay, le côté qu'il y a plein d'entrepreneurs français qui vont chercher le prestige plutôt que le profit. Bon, le côté d'être aimé plutôt qu'être respecté, c'est quelque chose que moi, personnellement, j'ai appris appris, c'est un grand mot, mais et vu pour la première fois chez Ben Settle, pour ceux qui connaissent, qui en parle aussi beaucoup. Mais ça s'applique extrêmement bien justement à l'entrepreneur français. Et en fait, ça les emmène aussi du coup à ne pas écouter leurs clients. Ok, ils vont écouter ceux qui font le plus de bruit, et ceux qui font le plus de bruit, généralement, ce n'est pas leurs clients, c'est ceux qui n'achètent pas. Donc, ils vont souvent écouter ceux qui n'achètent pas plutôt que leurs clients. Un exemple tout bête en e-commerce, encore une fois, c'est les haters, c'est les trolls qui vont, sous vos publicités Facebook, mettre dans les commentaires des trucs. Et ben, souvent, ils vont écouter ces gens-là plutôt que leurs propres clients. Mais c'est basé sur quelque chose de très simple, c'est que ces gens vont attaquer leur ego, souvent parlant en mal de leur entreprise, etc. Tandis que les clients sont généralement ceux qui en fait parlent le moins. C'est ceux qui sont le plus forts, qui parlent le plus fort, qui crient le plus fort. C'est pas généralement vos clients en réalité. C'est ceux qui vous détestent, c'est les trolls, c'est les haters. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est pas de vous expliquer comment répondre et comment agir face aux trolls, mais c'est un point du syndrome de la bienséance, c'est de se focaliser sur ces gens-là plutôt que sur ceux qui vous apportent de l'argent. Et l'impact que ça a sur les entrepreneurs français qui ont ce syndrome, c'est qu'ils ont peur de vendre. Et ça, je le vois, moi, dans une des idées que je porte le plus, qui est d'envoyer beaucoup plus d'emails, voire d'envoyer de l'email, de faire de l'email quotidien, voire plus, d'envoyer plusieurs emails par jour. C'est une idée que je porte depuis des années maintenant, et j'ai eu l'occasion de voir un peu tous les retours face à cette idée. Et très souvent, dès que j'en ai parlé à des gens, face à des gens qui avaient vraisemblablement le syndrome de la bienséance, c'était mal vu. C'était mal pris parce que ça allait à l'encontre de leur système de valeurs, qui est de vouloir être aimé plutôt qu'être respecté. Et le pire, c'est que, bon, je ne vais pas vous parler, c'est pas une vidéo sur l'email quotidien, mais en fait, l'email quotidien est probablement un des meilleurs moyens d'être aimé plutôt que de ne pas envoyer d'email. Bref, c'est encore un autre débat. Mais il y a vraiment ce besoin d'être aimé, plutôt qu'être respecté, qui est fondamental dans le syndrome de la bienséance. Il y a aussi le besoin de prouver non pas forcément une expertise, mais plutôt un rattachement à certaines valeurs. Donc c'est ce que je vous expliquais avec par exemple, entre entrepreneurs dans l'e-commerce, qui n'ont aucune raison précise d'être sur LinkedIn, qui vont partager leurs valeurs, leur pourquoi énorme, est-ce qu'ils ont lancé leur marque magnifique sur LinkedIn, plutôt que de vendre à plus de leurs clients, et donc de résoudre, si leur produit est si magnifique que ça, ils devraient plutôt se concentrer sur vendre un maximum de leurs produits pour résoudre un maximum de problèmes chez leur audience. Je dis ça comme ça. Voilà, s'ils veulent me payer pour que je leur dise ça face à face, il n'y a pas de problème. Vous prenez un appel, c'est payant. Mais du coup, ça montre qu'en fait, ils se mettent eux-mêmes avant leurs clients.
Et c'est dommage, puisque le principe même de la direct response, du marketing direct, c'est d'abord de résoudre un problème urgent. Et donc d'avoir une solution à un problème urgent. Et donc d'apporter de la valeur. Et donc de faire du bien. Ça, c'est si vous êtes éthique, si vous êtes white hat. Si on peut utiliser ce terme qui s'utilise beaucoup en hacking, mais qui s'utilise aussi énormément en affiliate marketing. Mais en fait, tout simplement, dans la direct response au global, eh ben, tu peux faire le bien. Et c'est ça qui est bien, c'est ça qui est beau. Forcément, ça mène aussi au côté d'avoir le branding avant le client. Donc encore une fois, hein, c'est essayer d'être beau, essayer d'être bien vu, essayer d'avoir les bonnes valeurs, etc. Plutôt que juste apporter un maximum de solutions à un maximum de clients. Parce qu'en France, il y a vraiment ce côté où vendre, c'est mal vu et c'est comme si tu étais un manipulateur. Et donc, c'est comme ça qu'on se retrouve aussi avec beaucoup d'influenceurs qui font pas d'argent, presque comme si c'était noble. Il y a presque ce côté noblesse d'être celui qui ne vend pas. Alors honnêtement, je ne saurais pas expliquer pourquoi il est ce côté noble, mais en tout cas, si ce n'est pas un côté noble, tu perds ce statut dès que tu commences à vendre. Aux yeux de ceux qui ont le syndrome de la bien-pensance, évidemment. De la bienséance, pardon. On va dire que c'est plus ou moins la même chose, à quelques détails près. Mais de toute façon, tu le vois, il y a plein d'influenceurs, et moi je l'ai vu aussi énormément, où je leur proposais des stratégies de direct marketing, de direct response, et très souvent, à chaque fois, à chaque fois que je tombais sur un entrepreneur qui avait ce syndrome, j'avais les réponses les mêmes réponses, qui étaient non, je peux pas, c'est trop agressif, ou non, mais je veux pas vendre autant, je veux pas que mon audience elle ait l'impression que je leur vende quelque chose, etc. Et si je regarde quelques années après, ils sont pas très très loin, hein. Ils ont pas vachement avancé, ils ont pas vachement bougé, ils font toujours pas d'argent, et ils sont toujours bloqués au même niveau, et ils comprennent pas d'où ça vient. Ils essayent toutes les stratégies du monde, mais ça marche jamais, puisque c'est une question d'avoir ce syndrome ou pas. Et si ils arrivaient enfin à se sortir de ce syndrome, qui est un peu l'objectif aussi de cette chaîne et de ma chaîne principale, de leur montrer que c'est possible et que vous n'avez pas besoin, et que d'ailleurs qu'il n'y aura pas de retombées négatives et qu'il n'y aura que des retombées positives, et ben peut-être qu'ils auraient une situation un petit peu meilleure de nos jours. Aussi un sujet dont je parle souvent, c'est le côté professeur, éducation. En France, on aime beaucoup être vu comme un prof, comme un professeur, comme quelqu'un qui serait quelqu'un de bonne valeur à apporter l'éducation à tout le monde. Voilà, il faudrait être celui qui éduque tout le monde gratuitement et qui... C'est mal vu. Un exemple tout bête. Je vais vous raconter l'histoire d'un de mes amis, Alexandre, si tu passes par là. Alexandre, il m'avait raconté cette histoire et ça m'avait fait écho aussi à plusieurs de mes expériences à ce niveau-là. Donc mon ami, il travaille avec beaucoup d'Américains et Alexandre, et un jour il avait un appel avec une boîte américaine et en gros il a fait cet appel pendant 1 heure, etc. Et il les a vachement aidés sur plein de points en termes d'éducation, en termes de problèmes qu'ils avaient, de problématiques qu'ils avaient, etc. Et à la fin de l'appel, cet Américain, du coup, lui l'a payé. C'était pas prévu, c'était pas un appel qui était prévu, qui était payant à la base, mais l'Américain a compris qu'il a pris du temps et de l'expertise et de l'éducation et de la valeur de la part d'Alexandre, et donc il l'a de lui-même payé. Ça, c'est un truc que tu ne verras jamais, jamais, jamais chez des Français. Jamais. Il y a ce côté où tu te dois presque en tant que Français, tu te dois de donner la valeur gratuitement, et ça ne se ferait presque pas d'exiger un paiement. Et c'est triste et c'est dommage. Parce qu'en fait, la valeur de quelqu'un, elle se paye, elle est pas gratuite. C'est pas aussi simple que ça. Mais c'est normal, parce qu'en fait, en France, on a ce parapluie de l'État-providence qui nous a évidemment donné cette mentalité que on nous doit quelque chose. Et donc l'État nous doit quelque chose, mais aussi forcément les autres nous doivent quelque chose. Quelqu'un qui a quelque chose qu'on veut, presque il nous le devrait, il doit nous le donner. Pas de raison qu'il ne nous le donne pas.
Pourquoi pas? On a été élevé comme ça, non? On doit nous le donner. Si quelqu'un a quelque chose que je veux, il doit me le donner. Bon, évidemment, il y a des limites, hein. Si mon voisin il a un vélo et que j'ai envie d'avoir son vélo, évidemment il va pas me le donner. Il y a encore un peu de propriété privée. Mais vu que la propriété intellectuelle c'est un petit peu différent que la propriété privée, et forcément il y a des dérives. Mais voilà, il y a ce côté être vu comme un prof qui en fait revient dans le côté d'être vu comme rattaché à certaines valeurs. Voilà. C'est ce que je vous disais un petit peu précédemment. Et le dernier point, donc, que je vous disais, c'était le côté d'écouter vachement les haters, les jaloux, etc., plutôt que ceux qui leur apportent vraiment de l'argent. Ça revient à un point qui est très simple, c'est qu'ils ont peur d'avoir de la tension dans leur marketing. Alors la tension, ça pourrait être le sujet d'une vidéo entière, et ici je me lance dans expliquer exactement qu'est-ce que veut dire la tension, j'en aurai pour 20 minutes de plus. Comprenez juste ça et rappelez-vous juste ça, que il y a de la tension dans chaque marketing. La tension, c'est comme si vous preniez une corde et que vous la tiriez. Si vous tirez des deux côtés, il y aura de la tension au milieu. Si vous arrêtez de tirer d'un seul côté, par exemple, il n'y aura plus de tension. Si vous arrêtez de tirer des deux côtés, il n'y aura plus de tension non plus. Et la majorité des entrepreneurs français atteints du syndrome de la bienséance, ils ne sont pas du tout en train de tirer sur la corde. Il n'y a pas de tension dans leur marketing. Et c'est un problème. C'est un problème. Alors je vais pas vous expliquer ici pourquoi c'est un problème. C'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est de vous expliquer ce qu'est le syndrome de la bienséance. Pourquoi peut-être que je vous expliquerai, que je ferai une vidéo entière sur la tension dans le marketing. Et je structurerai un petit peu pour vous apporter les points un par un. C'est quelque chose que je trouve très intéressant. Mais globalement, éviter toute tension, ça revient à éviter toute clarté. Voilà tout ce que je vais vous dire. J'espère que ça vous a plu. J'espère que pour conclure, si vous pensez que vous êtes atteint de ce syndrome et que vous comprenez que ça a une atteinte très élevée sur vos ventes, vous avez juste à faire l'inverse de tout ce que je vous ai expliqué là. C'est très simple. Si vous faites l'inverse de tout ce que je vous ai expliqué, vous verrez plus de ventes dans votre marketing et dans votre business. Avec plus de fans, plus de gens qui rachètent chez vous, donc une meilleure LTV, meilleur panier moyen, bref, vous aurez juste que des choses positives. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une vidéo un petit peu moins structurée, comme souvent en fait sur cette chaîne. C'est l'objectif de cette chaîne, c'est pour ceux qui ont un QI à 3 chiffres et qui sont capables de se poser devant une vidéo pendant 15-20 minutes pour m'entendre parler d'un sujet qui les intéresse. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à rejoindre ma newsletter privée gratuite en cliquant sur le lien en commentaire. Et mon Telegram aussi, que j'ai relancé, vous pourrez le trouver aussi en description. J'espère que ça vous a plu, on se retrouve une prochaine fois. C'était un plaisir, ciao ciao, bisous.